Beaucoup pensent encore, en 2021, que pour avoir le physique de ses rêves, il faut sacrifier des années de sa vie et tous les plaisirs qui vont bien évidemment avec. Eh ben, bonne nouvelle, c'est totalement faux. Je suis bien placé pour le savoir car j'ai aidé plus de 1250 hommes et femmes à obtenir ce corps qu'ils convoitaient tant. Et je peux te dire que si tu te contentes de comprendre ta génétique et tes hormones, tu auras des résultats rapides et surtout constants. C'est pourquoi j'ai créé ce simple quiz qui me permet de comprendre ton profil et de te donner les conseils adaptés à toi seulement car tu es un être unique. Si tu as 30 secondes, clique sur le lien en description de la vidéo et remplis ce quiz. Les amis, je viens de faire un constat sur ma chaîne. J'ai fait des vidéos avec tout type de personnes, même avec un transgenre. Mais je me suis rendu compte que la communauté qui n'est pas du tout représentée dans mes vidéos, ce sont les Asiatiques et les nains. Bon, après, il faudrait que je trouve un nain qui se dope. Bon, en cherchant, on peut tout trouver de toute façon. Mais avant d'aller plus loin, les amis, vous avez deux choses à faire et là-dessus, je serai intraitable. La première chose, vous abonner à la chaîne, bien évidemment. Et la seconde, une fois que vous êtes abonné, mettre les notifications pour être averti dès qu'une vidéo sort. Ceci étant dit, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent. Bon, c'est quand même un peu important quand même. Je ne parle pas de l'amour, bon, c'est quand même aussi important quand même. Je parle de la santé et si les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, bon je dis ça pour la forme, celles que vous aimez, c'est plus important celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Donc, mon cher Asiatomique, bon, je pense que toutes les personnes qui nous regardent te connaissent. Tu es très connu, on peut dire, dans le divertissement sur les réseaux sociaux tels que YouTube. Tu as quand même 2,9 millions d'abonnés, ce qui est énorme. Et en faisant cette vidéo, j'ai investigué un peu et ta première vidéo date de 2007. Donc, on peut dire que tu es un anciens dans le game. Ouais. Comment tout a commencé, Asiatomique ? En fait, quand j'ai commencé à... j'étais aussi consommateur, je regardais beaucoup ce qui se faisait. Et dans les années 2010-2011, commençaient du coup beaucoup de vidéos sur le gaming, notamment l'époque Call of Duty, pour ceux qui savent de quoi je parle. Et à cette époque-là, tu avais en parallèle du coup les premiers vidéastes humoristiques qui commençaient à faire du coup le format podcast avec des sketchs humoristiques. Et ouais, ça m'avait beaucoup plu et directement dans la foulée, je voulais m'y essayer. Et j'ai adoré quoi. Enfin, je voyais plus ça comme un exercice en mode je me tape un kiff et je teste. Et en fait, vu qu'en parallèle, tu avais des youtubeurs gaming que je suivais, notamment un qui s'appelait The Tall Theo. Il faisait des vidéovlogs, donc c'était le précurseur aussi des vidéovlogs à ma connaissance sur YouTube à cette époque-là. Et donc du coup, on pouvait répondre en commentaire par des vidéos. Et en fait, avec ces vidéos-réponses-là, vu que je suivais ce youtubeur, il avait créé un concept d'interaction que je trouvais plutôt sympathique. Et donc, je m'étais lancé. Et puis, à cette époque-là, j'étais très introverti, très timide. Et moi, Internet, du coup, je voyais ça un peu comme un moyen de briser cette timidité-là et puis de prendre confiance en moi aussi. Parce que pour mon passif, si tu veux, pour te résumer, j'étais vraiment le cliché de l'Asiatique qui rentre chez lui pour geeker, jouer, Call of, Dofus, tout ce que tu veux, et rempli d'acné. Et ce manque d'assurance, ce côté... en fait, je repoussais littéralement les gens, tu vois. Faire la bise, c'était pas quelque chose... Okay. Genre, on me serrait la main, tu vois. Mais ça, c'était pendant ma vraie crise, on va dire, cutanée, éruption cutanée. Et ouais, YouTube, pour moi, c'était vraiment cet échappatoire où je venais me connecter aux personnes que je regardais ou alors directement en commentaire, tu vois. Donc, j'ai commencé par faire des vidéos-réponses. J'étais sous un traitement qui s'appelait Roaccutane. Ouais, évidemment, j'ai fait aussi. Voilà, rempli d'effets secondaires. Roaccutane, ouais, du coup, ça a bien marché. Et en fait, quand je commençais du coup à perdre mon acné, j'étais cet adolescent qui se cherchait un petit peu et qui voulait plaire. Donc dans le délire ligne éditoriale personnage, j'avais commencé en fait à vaincre ma timidité, ne serait-ce qu'en répondant à ces vidéos de ce cher Théo. Et en fait, cette personne m'a donné de la visibilité en me partageant sur sa chaîne. D'accord. Parce qu'en fait, on pouvait faire des mises en scène et il choisissait les meilleures réponses. Et avec justement ces vidéos-réponses-là, il m'a mis en avant, ça m'a apporté une bonne base de 2-3 000 abonnés. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir cet effet boule de neige avec du coup les vidéos de podcast
humoristique, inspiré du coup grandement par Mr V. Ouais. C'est lui qui m'a donné envie de me lancer. Alors c'est hyper intéressant ce que tu racontes, c'est que Enjoy Phoenix a eu à peu près le même parcours que toi, elle avait de l'acné, donc c'était vraiment pour combattre sa timidité. Thibaut InShape également, c'était des gens hyper introvertis, donc qui restaient dans leur chambre et qui faisaient des vidéos pour partager une expérience de vie ou ce qu'ils faisaient. Donc ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, il y avait une démarche hyper vertueuse et c'était une forme de thérapie un peu pour les premières personnes qui se sont mises sur les réseaux. Et toi, après, tu as fait des séries de vidéos, Vivre avec sa sœur, l'acné, les célibataires, des choses qui, comme faisait un peu Enjoy Phoenix, qui touchent l'adolescent que tu étais et qui a eu un écho envers les personnes de ton âge qui vivaient certainement la même chose. Ouais, c'est clairement ça. Ouais. C'est clairement ça. Et puis après, c'était aussi faire des vidéos sur des sujets qui me, comment dirais-je, où je pouvais faire de la matière, où j'avais des choses à dire. Et après, avec le temps, j'ai essayé de me diversifier parce que j'adore également les arts martiaux, vu que je pratique de la boxe française. Donc avec ma sœur, j'avais commencé à créer des trucs de combat, etc. Et puis après, avec le temps, avec la magie, tu te connectes aux gens, tu rencontres d'autres youtubeurs, d'autres youtubeuses, où on avait créé un collectif à l'époque avec d'autres personnes qui faisaient la même chose que moi, où on avait appelé ça la Waity Fam. Et puis voilà, quoi. Après, de fil en aiguille, tu touches à d'autres choses, tu t'essaies à de nouveaux formats. Et à partir de quel moment tu t'es rendu compte que ça pouvait te permettre de gagner de l'argent ? En fait, quand la monétisation venait d'arriver. Ça arrivait au bout de combien de temps ? Il me semble que si je dis pas de bêtises, c'était dans les années 2010, fin 2010, 2011. Tu sais, au début, tu avais des sortes de pop-up littéralement qui s'ouvraient, poker, machin, ou des trucs de cul. Et puis après, ils ont commencé à mettre des AdSense, mais sur le côté. Tu vois, tu avais beaucoup de gifs comme ça, publicitaires. Et puis après, ils ont commencé à mettre les ads sous forme de fenêtres qui s'affichaient. Et puis de fil en aiguille, on arrivait à des vidéos carrément de publicité avant que la vidéo commence. Mais ça arrivait un peu plus tard. Et à cette époque-là, justement, arriver à la monétisation, c'était quelque chose Enfin, moi, personnellement, je savais que l'argent arrivait, mais je connaissais pas... Enfin, comme je t'ai dit, j'étais sur la plateforme, mon but, c'était pas de faire du flouze. Mais quelqu'un m'a dit, ouais, il faut que tu passes partenaire, machin... Et à l'époque, il fallait faire une demande, tu vois. À YouTube. Ouais, il fallait faire une demande. Il y avait un certain nombre de critères à avoir. Je crois qu'il y avait un certain nombre d'abonnés, un certain nombre de vues à faire. Et tu avais les grosses boîtes. Donc, tu avais Google, du coup, qui était la boîte par défaut. Et tu avais du coup El Famoso Machinima, pour ceux qui vont peut-être reconnaître. Et tu avais d'autres groupes encore, mais pas très connus. Et à cette époque-là, en fait, c'était soit tu passais chez Google, soit tu passais chez Machinima. Mais il fallait faire du gaming, machin. Il y avait aussi un certain nombre de critères. Je me prenais pas la tête avec ça, j'ai fait la demande, c'est passé, et puis je suis au lycée, et puis avec les premières vues que je faisais, je peux retirer mon premier 20 balles à la banque qui ne venait pas de mes parents du coup. Et ouais, là c'est satisfaction totale, t'es en mode de l'argent réel qui vient de YouTube, quoi. Donc en fait, ce qui est hyper intéressant tout ce que tu dis, c'est que toutes les personnes comme toi, comme Mr V, moi tous les plus gros, ils ont commencé pour le fun, un jour. La monétisation arrive, comme toi, ils ont construit des communautés acquises grâce à leur passion tout simplement, sans rien attendre en retour. Donc là, à ce moment-là, est-ce que tu te dis, on peut vraiment faire des pépettes et donc il faut persister et créer du contenu et rester sur la ligne éditoriale qu'on a, ce qui fait que ça marche, comme Avenir, par exemple, c'était les caméras cachées, mais il n'a pas persisté. Donc quelle a été ta réaction par rapport à tout ça ? En fait, à cette époque-là, tu avais du coup déjà les pionniers qui, eux, pouvaient commencer à plus ou moins entrevoir une possibilité de vivre, comme par exemple Cyprien, etc. Et tu vois, quand toi, t'es pas à leur échelle, quand t'es pas à leur niveau, mais que tu commences quand même à générer des petits euros par-ci par-là, tu vois une perspective, tu dis peut-être que si ça continuait et que si ça prend, il y aurait moyen d'en vivre. Mais ça reste très optimiste comme façon de voir les choses, et tu sais, t'as tes parents qui sont derrière en mode... qui te remettent le pied à la réalité. Je vais pas dire casseur de rêve, mais voilà, plutôt pragmatique dans le fait de chercher une sécurité, fais tes études, etc. etc. D'ailleurs, à cette époque, tu sais, quand tu commences, tu te cherches un peu, tu essaies de te créer aussi une ligne éditoriale, un personnage, tout ça. Et à l'époque, il n'y avait pas de construction, j'avais pas imaginé Asiatomique, podcaster, machin truc. Je faisais des vidéos et puis voilà, je m'amusais en fait. Mais forcément, derrière, ça pouvait être soit cringe, soit éclaté, soit le montage pas très professionnel. Et il y a toujours des gens pour critiquer, tu vois. Absolument. Ouais. Et du coup, au lycée, ouais, j'étais assez... Enfin, je ne vais pas dire qu'on me montrait du doigt, mais il y avait forcément une grande majorité de personnes qui se foutaient de ma gueule pour ça. Ah, ça veut dire qu'au lycée, tu n'étais pas forcément adulé, tu étais plutôt critiqué. De mémoire, oui. En fait, il n'y avait pas de forme d'idolâtrie. D'accord, comme pas comme aujourd'hui. J'étais pas adulé, mais c'était plus soit des amis m'encourageaient dans la démarche, ils étaient à 100% dans le truc, et c'est ceux qui même d'ailleurs m'aidaient à commencer les premières vidéos, soit c'était, tu sais, ça parle de toi, ça jase en mode... les vidéos éclatées, machin. Donc ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'au départ, tu as fait ta chaîne YouTube
pour justement combattre un mal-être, des problèmes d'acné, le fait d'être introverti. Quand ça marche, les gens qui à l'école, on veut plaire aux gens qui font partie de notre quotidien, donc les gens dans le milieu scolaire, te critiquent par rapport au contenu que tu crées. Comment tu le vis? Bah, c'est pas facile. Parce que toi, tu fais ça. C'était pas ma source première parce que forcément, en fait, avant ça, j'avais déjà un passif de. J'aimais déjà créer. J'aimais déjà faire de la mise en scène avec Skyblog. J'étais inspiré d'un blog qui s'appelait Victime19 qui racontait des histoires. Et en fait, je voulais faire pareil. Donc j'avais 7-8 ans. Avec ma sœur, je prenais un appareil photo et je racontais une histoire. Et en fait, tu postes ça. Et puis il y avait déjà une forme d'interaction avec une communauté qui est forcément composée d'amis ou de visiteurs random qui se perdent sur ton blog. Où je racontais une histoire et je laissais les gens décider la suite de l'histoire. Et après, je racontais ce que les gens votaient, etc. Donc déjà, à cette époque-là, il y avait cette notion d'interaction et surtout de créer auprès d'un public. Et c'est pour ça que pour moi, YouTube, c'était une évidence en fait, de continuer sur ce schéma-là. Et j'avais pas forcément l'idée du coup du format, mais quand tu vois qui faisait quoi, bah forcément c'est inspirant et t'as envie d'y essayer et tu crées. Donc c'est pour ça que même si au final, on te pointe du doigt ou qu'on dit que ce que tu fais, c'est de la merde, à partir du moment où toi, ça anime quelque chose en toi, bah, tu continues en fait. Que ça plaise aux gens ou pas, ça plaît dans tous les cas à un certain nombre de personnes. Et tu passes outre et c'est ce qui te permet d'avancer et puis de construire quelque chose. Et donc, en combien de temps ta communauté, elle a grossi? Parce que là, tu as quand même 2 millions d'abonnés. C'est énorme, 2 millions d'abonnés. Alors, c'est monté surtout à une époque où, je dirais, ça a été l'âge d'or pour notre format, qui était du coup les podcasts sketch humoristiques. Et c'était entre 2014 et 2016, si je dois englober ça. Et à ce moment-là, ouais, c'était une grosse montée, surtout quand on faisait des vidéos avec mon collectif, mes amis. Et à ce moment-là, ouais, c'est monté assez vite. Et puis après, avec le temps, ça s'essouffle quand tu produis moins ou quand tu n'es pas productif, quoi. Et ton rythme, c'était quoi? Parce qu'à l'époque, on prend l'exemple de Jean Onge, par exemple. Lui, il n'était pas assez productif, alors qu'il était là au même moment que les Thibaut InShape et tout, qui eux l'étaient, alors que ses vidéos étaient extraordinaires, hein, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, et on était limite sur notre faim. Est-ce que toi, tu t'es dit, il faut que je sorte une vidéo par semaine, 2 par semaine, pour que ce soit... Est-ce que dans votre collectif, entre vous, vous échangez en disant, voilà, il faut que ce soit comme ça pour que ça puisse monter? Ou tu t'en foutais? Alors en fait, oui, on savait tous qu'il fallait qu'on poste, qu'on produise. Moi, j'avais aussi mes vices, je dis j'avais, mais encore un petit peu, les jeux vidéo. Tu vois, je passais beaucoup de temps à faire de la branlette, du divertissement que de m'investir réellement dans mon travail et produire. Et puis après, tu as le côté, quand tu t'y mets, même si tu as la meilleure volonté du monde et que tu veux charbonner de 6h du matin jusqu'à midi et enchaîner jusqu'au soir, il faut s'entourer, tu vois. Il faut s'entourer. Quand tu as un format qui nécessite des gens, soit tu payes des gens, mais ça coûte de l'argent, ça peut même coûter très cher en fonction de ta volonté et ton ambition de qualité, si tu veux quelque chose bien fait, etc. Et ouais, il faut se professionnaliser, il faut improviser et puis s'entourer de personnes qui veulent t'aider. Du coup, c'était à la disponibilité de chacun et puis parfois, t'as pas les gens qui sont là pour tourner les scènes parce que tu vises un truc un peu trop ambitieux. Donc c'est pour ça que, en fait, j'avais cette volonté de vouloir faire de la mise en scène et pas de rester bloqué, cantonné dans un personnage qui parle, un autre personnage qui parle, parce que tu peux aussi utiliser ton corps et l'amener, et c'est encore aujourd'hui très bien fait, tu vois. Mais je voulais pas faire ça, quoi. Je voulais vraiment vivre le truc et à chaque fois, quand je tournais avec des amis, ça laisse place à chaque fois à des souvenirs de fou et tu tapes des barres et tu passes un beau moment, en fait. Tu oublies carrément que tu es en train de faire un truc pro, entre guillemets. C'est plus un délire, une activité, tu vois, qui t'anime en fait. Et donc, quand ta communauté elle a vraiment grossi, parce que tu as des vidéos avec des 10 millions de vues, 8 millions de vues, tu as vraiment des gros scores, à cette époque-là, tu commençais à vraiment bien gagner ta vie, j'imagine, avec YouTube? Ouais. Du coup, c'était, comme je te disais, l'âge d'or. Aujourd'hui, on mange pas des pâtes, mais encore une fois, tu gagnes pas les mêmes revenus quand tu es actif et quand tu n'es pas actif. Donc, à cette époque-là, c'est pas mal. Du coup, tu découvres aussi les joies quand tu as la vingtaine d'années de l'URSSAF. Et donc, tu as pu gagner à peu près combien par mois avec YouTube quand ça marchait vraiment du feu de Dieu? Quand ça marchait vraiment, c'était 5 à 7 000 par mois. Wow. Mais c'est énorme. Encore une fois, tu vois, c'est ce que je gagnais moi, mais je rémunérais pas mes amis ou tous les gens qui travaillaient. Si je devais rémunérer chaque personne à hauteur de ce qu'ils produisent, à la fin, t'as rien en fait. Et tu sortais combien de vidéos par mois pour gagner entre 5 et 7 000? Alors là, c'était vraiment une période sur une année où je devais être à une par mois ou presque 2 par mois. Ah oui, d'accord, tu sortais une vidéo tous les 15 jours, voire une vidéo par mois. Ouais, après ça, c'était vraiment sur une petite période parce que après, les gens me connaissent limite pour ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je sors une vidéo, t'as le running gag du il est pas mort, machin, à l'année prochaine, tu vois. Donc ça veut dire que quand on avait gagné entre 5 et 7 000 euros, simplement avec ton art, parce que faire des vidéos et les monter,
pour ceux qui le font, c'est un vrai métier, ça prend beaucoup de temps et surtout que des gens soient réceptifs à ce qu'on dit et que ça te permet de gagner de l'argent, veut dire ça frôle le génie. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? Tu dis c'est bon, j'ai mon nouveau métier, je lâche tout, je me mets à fond dedans et j'essaye de créer plus de contenu? Bah oui, bah t'as ce côté devoir de créer. À côté, on essaye de lier la passion, parce qu'il faut aussi que ça puisse toujours rester dans un contexte de plaisir, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pour ça qu'on s'était lancé à la base. Et à côté de ça, ouais, bah, tu as le devoir de faire rentrer des thunes, quoi, parce que tu as des choses à payer comme n'importe quelle personne. Donc tu essaies de concilier les deux. Et puis c'était aussi par rapport à ça où des fois j'avais des frustrations, parce que je voulais créer, je voyais plein de personnes, pour citer aucun youtubeur, je voyais beaucoup de personnes sortir des vidéos rapidement et faire beaucoup de vues en fait. Et tu as ce côté, ils sont en train de banquer. Et la course aux vues, la meilleure miniature, la vidéo qui va faire le plus de vues, le sujet le plus viral, etc. Et il y avait cette volonté aussi de suivre la tendance parce que n'importe qui a envie de gagner beaucoup d'argent, tu vois, en postant des vidéos. Mais de l'autre côté, il y avait, c'était pas que l'éthique, c'était aussi l'envie personnelle, l'amour propre de je veux que le truc me plaise. Je veux que le truc me plaise vraiment et pas je fais ça et je peux pas me regarder dans une glace ou quoi, tu vois. Donc ce que tu dis est hyper intéressant. T'es arrivé un peu au moment quand tu l'as dit à l'âge d'or, donc YouTube commence à rémunérer et là, quand tu fais beaucoup de vues, tu finis par gagner énormément d'argent. Mais l'engouement que tu avais des débuts de faire quelque chose qui te plaît fait que tu regardes ce que font les autres, fait ce que tu te dis, bon, il faut faire ça comme ça pour que ça marche aussi bien que les autres. Et tu essaies de faire mieux aussi. Et tu essaies de faire mieux. Donc, on veut dire que la spontanéité que tu avais des débuts, ce qui a fait que tu as marché, devient un peu biaisée. Et comment tu le vis, ça? C'était aussi la grande question, c'est que moi, je me suis jamais considéré comme un humoriste. Je me suis jamais considéré comme un mec drôle ou quoi, tu vois. Quand je suis en soirée, j'aime bien dire des conneries, je pense comme n'importe quelle personne extravertie au sein de ses potes. Je dis au sein de ses potes parce que dehors, c'est pas la même chose, tu vois. Mon rapport aux autres, je serais plus quelqu'un d'introverti. Et j'ai ce côté-là que je souhaite émanciper, tu vois, que je souhaite extérioriser, partager. Et à côté de ça, bah, tu vois, genre, j'ai pas envie qu'on me colle l'étiquette l'humoriste parce que du coup, je me considère pas comme un humoriste qui fait rire tout le monde. Tu vois, je fais rire les gens qui sont réceptifs à mon univers ou à mes vannes telles qu'elles soient. On peut les qualifier de ce qu'on veut au final. Et après, voilà, tu vois, soit ça plaît, soit ça plaît pas. Mais je veux pas qu'on me colle l'étiquette humoriste parce que c'est pas déjà ce que j'ai envie de faire. Moi, ce que j'ai envie de faire, du coup, c'est me faire plaisir. Mais si je dois aspirer à quelque chose plus tard, c'est plus m'orienter, c'est pour ça que j'en ai fait quelques-unes, vers l'action, vers limite des courts-métrages d'action, etc. Et puis tu essayes aussi, tu vois, quand tu crées quelque chose et que ça marche et que les gens aiment ça, les gens s'abonnent pour ça, les gens demandent ça. Donc tu essaies de te faire plaisir, tu essaies de viser de nouveaux projets, donc j'en ai fait, ça a marché parfois ça a moins marché, on fait moins de vues. Et voilà, tu essaies de concilier les deux et c'est le devoir de presque n'importe quel youtubeur à arriver à un certain stade où tu essayes d'être à l'écoute de ta communauté et puis de proposer de nouvelles choses et puis de voir ce qui peut leur plaire, quoi. Ou leur proposer quelque chose de nouveau et soit ça marche pas, quoi. Donc quand tu fais évoluer le format vers quelque chose qui n'est pas forcément comme ce que tu faisais au début et qu'on a moins de vues. Moins de vues signifie maintenant moins d'argent. Comment on le vit? Comment on le vit quand tu vois que d'autres youtubeurs que tu connais, qui montent plus forcément que toi, qui font plus de vues que toi et moi alors qu'eux ils en faisaient moins quand toi t'en faisais plus, comment on le vit ça? En fait, tu passes par plusieurs états d'âme, tu vois. Au départ, tu as un sentiment primitif d'incompréhension et presque de jalousie. Ton ego, il prend un coup, en fait. Parce que tu te dis, j'ai créé ça, j'ai pu faire ça, j'ai été capable de ça. Et puis même, tu vois des trucs que tu crées qui font, par exemple, je sais pas moi, 300 000 vues, et puis 3 ans après, tu reviens sur la vidéo, tu vois ta vidéo, elle a 6 millions de vues, tu vois. Ouais. Il y avait cet effet boule de neige. Mais tu restes pas sur tes acquis parce que tu sais que ça, c'est quelque chose d'éphémère et à la fois qui prend en compte tellement de facteurs, tu peux pas te dire je ferai ça et puis ça fera la même chose. Parce que le contenu, parce que le moment, parce que l'algorithme, parce que plein de choses en fait. Ton moral prend un coup, mais je pense que la plus grande bêtise et la plus grande erreur, c'est l'inaction. Quand tu as des appréhensions, quand tu te poses trop de questions, au final tu finis par plus rien faire. Et je pense que ça a été un de mes plus gros problèmes sur ma chaîne, quoi. Et encore aujourd'hui, j'essaye de revenir doucement dans le truc. Mais c'est ce qui justifie une longue absence de ta part sur YouTube. Ouais. Mais bon, je crois tu t'as bien expliqué pourquoi, mais en fait, comment ça se fait quand tu arrives à gagner autant d'argent grâce à une passion? Et en plus, une fois que tu as de la notoriété, tu peux collaborer plus facilement avec des gens, parce que bon, voilà, quand tu as de la notoriété, les gens ils sont intéressés que par ça. Donc pourquoi
tu as une absence aussi longue, en sachant que tu sais très bien que YouTube, il faut être productif. Bien sûr. Sinon, les gens t'oublient parce que d'autres personnes arrivent, ils font mieux ce que tu faisais toi. Donc pourquoi? Bah, encore une fois, tu as plusieurs facteurs. Là, pour te parler du coup d'autres anecdotes, et encore une fois, ces anecdotes-là, tu vois, je sais que j'en parle aujourd'hui, j'en ai parlé encore auparavant. Je sais qu'en réalité, c'est pas une vraie excuse, ou du moins, c'est pas une excuse valable. Donc, il y a eu la morsure. Ouais, et la morsure, ça fait une vidéo là-dessus. Je me suis fait mordre par un chien. En plus, à ce moment-là, c'était l'année en 2013 où je me lançais à fond dans le sport, à interagir avec la communauté. Je faisais des lives de sport de Shunti. Ouais, donc, c'était le programme qui s'appelait The Asylum. Okay. Donc, je faisais ça en live, ça marchait bien. Il y avait une certaine communauté. On faisait ça tous les jours. Les gens postaient leurs photos. Pour montrer qu'on était tous là, tous ensemble. Donc il y avait vraiment un engouement autour de ça au sein d'une communauté assez, je ne veux pas dire fermée, mais tu vois, c'était les abonnés très proches sur Twitter et sur Instagram qui te suivent dans tes idées, dans tes projets, tu vois. Et à ce moment-là, ouais, un incident fâcheux est arrivé. Je me suis fait mordre par le chien d'une gonzesse qui le sortait en pleine nuit. Et puis ça m'a handicapé pendant 6 à 7 mois, rééducation, etc. Donc ça m'a aussi coupé dans le sport. En plus de me couper dans le sport, bah, tu sais, quand ta journée se résume à être dans un lit, à devoir se faire porter par 2 potes qui, en plus de ça, vont t'aider à te torcher ou à te doucher, chaud. C'est compliqué, tu vois. Enfin, te torcher, tu te torches toi-même, mais t'as ton pote quand même qui est en train de te tenir. T'es en pistol squat pour t'asseoir sur la chaise parce que tu peux pas fléchir, parce que t'as un trou enfin, j'avais un trou dans le mollet, tu vois. On voyait l'os et tout. Et il pouvait pas suturer parce que c'était assez profond. Et ouais, non, c'était un calvaire. Donc à ce moment-là, je me dis, la seule chose que j'aurais pu créer, c'est des sortes de vlogs, mais pour moi, ça m'intéressait pas de me montrer dans une position humiliante ou de faiblesse, tu vois, parce que tu avais ce côté, je fais de l'humour avec des podcasts, et là, demain, je vais pas faire une vidéo là-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai rebondi avec une vidéo sur la morsure, où j'ai raconté un peu ce qui s'est passé dès que ça s'est terminé, mais j'avais perdu le rythme sur ne serait-ce que le sport. Et en fait, avec le sport, j'avais vraiment cette hygiène de vie où je me lève, tu suis ta diète, tu fais tes entraînements et tu es dans une bonne énergie, une énergie productive où tu vas derrière après créer. Enfin, je me posais, je faisais mes heures, je travaillais, j'écrivais. Ouais, tu avais ta routine, quoi. Voilà. Et quand ton format est écrit, bah, tu planifies, tu contactes tes potes et puis tu tournes et tu postes, quoi. Et j'avais ce truc-là qui était cassé et je passais d'un rythme, je me lève tôt, yes life, sport, tout ce que tu veux, à je suis le plus gros des sédentaires dans son lit, assisté. Je me pose sur ma chaise de mon bureau et puis je joue toute la journée, quoi. Je joue, je me nourris, je me fais livrer. J'avais une chaise coulissante, j'ouvrais la fenêtre, tu vois, et minimiser le moins de déplacements. Et puis, donc, tu reprends du poids. Tes efforts, bah, t'as fait un glow up, tu fais un glow down. J'étais devenu une forme de gros skinny fat. Et dans la même période, c'était la fin d'année où, parce que je vivais en colocation avec ma sœur jumelle. Voilà, j'ai une sœur jumelle pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, elle partait pour faire ses études dans le sud de la France. Et moi, à ce moment-là, je devais me péter pour aller à Paris pour faire plus de vidéos avec ton collectif. Voilà. Et en fait, vu que je venais de la morsure, j'avais cassé mon rythme. Je suis arrivé à Paris et j'ai pas réussi à relancer ça, tu vois. Déjà, j'arrivais, je suis tout seul, je suis sur Paris avec mon chien. Mes seuls amis potentiels, c'était les youtubeurs. Et en réalité, au final, je finissais par voir personne tous les jours. Tu vois, je restais enfermé dans ma petite bulle, dans mon appartement, tout seul. Et avec le temps, après limite 1 an d'engraissement, où cette fois-ci, j'étais monté à 83 kilos. Ah ouais, merde. 83 kilos, mais bien gras. Mais les bras bien skinny comme il faut et donc bien gras en bas. Pour te sortir une anecdote, j'avais revu le film Je suis une légende. Et en fait, il y a une scène qui m'avait interpellé. C'était la scène où à chaque fois, il faisait son discours « Je serai là à 13h ou midi, nanana, nanana, tous les jours, nanana ». Et cette notion-là, je me suis dit, j'aime bien ce côté « je donne rendez-vous aux gens » et tu sais pas qui va arriver parce que c'est ce que tu cherches. Tu cherches à faire un regroupement. Et donc, je faisais ce truc-là et je me suis dit, je veux plus le faire en live, je veux le faire dans la vraie vie. D'accord. Et donc, c'est de là que m'est venue l'idée de créer les Asia Training dans la vraie vie où tous les jours, je donnais rendez-vous aux gens au lac de Ménil, à côté du bois de Vincennes, à côté d'une pagode. Et puis les gens venaient et on faisait du coup des entraînements. Je vais qualifier ça de cross-training. C'était des exercices cardiovasculaires qui ressemblent un peu à de l'insanity, mais avec du coup beaucoup plus d'exercices. Tu sais, on va taper beaucoup de reps, beaucoup de pompes, beaucoup de squats, etc. Et t'avais du monde qui venait ? Alors au début, non. Au début, on devait être, je sais pas moi, 6-7. Ouais. Et puis après, avec le temps, ça a pris. Et je crois le maximum qu'on ait pu faire un jour, c'était genre 100, 110, tu vois. C'est énorme. Et ouais. Et c'était gratuit, hein ? Oui, c'était gratuit. Bah, j'ai jamais fait payer. Déjà, j'ai pas de diplôme. Je me qualifie pas comme un coach. Ouais.
Mais tu avais quand même ce titre de coach, et donc ça finissait par marcher, et puis tu sais, tu te professionnalises, quoi. Tu te documentes, tu apprends, t'apprends à bien faire, t'apprends ensuite à partager, et c'est ça qui m'animait le plus, quoi. C'était de partager ce que tu as appris, ce que tu as pu assimiler, de ensuite le partager à d'autres personnes et de les voir progresser, et de monter tous ensemble, comme ça, tu vois, il y a cette collectivité ultra saine, et puis tu finis par faire des rencontres aussi, tu vois. Et donc ça a duré pendant combien de temps, ça? Bah, ça dure encore. D'accord. Ça dure encore aujourd'hui. On a commencé ça en 2014-2015. Et bah voilà, 2021. Bon, après, il y a eu les épisodes Covid. Mais j'ai eu aussi d'autres épisodes de blessures. Pour te résumer vite fait la chose, donc il y a eu la morsure. Et ensuite, je me suis fait une luxation du coude gauche. En faisant quoi? Le parcours, ça te parle? Oui. Donc je m'entraînais d'ailleurs pour faire des chorégraphies de combat. Pour te situer dans la timeline, Fortnite venait d'arriver. Et il m'avait proposé une OP pour promouvoir le jeu au tout début. Et je me suis dit, oh putain, opportunité pour mettre en avant le sport et tes compétences. Mes envies de créer de la chorégraphie de combat. Parce qu'à cette époque-là, j'avais déjà fait quelques vidéos avec mon collectif. Mais là, je me suis dit, trop bien, je peux faire ce que j'aime et en même temps un truc créatif qui promouvoit un jeu. J'imaginais déjà des combats avec des pioches, des armes, machin truc. Et là, je sais plus, je crois que ça devait être de l'ordre de 20 ou 25 000. Et là, je me voyais directement investir, payer Il te paye 25 000 euros? Ouais, enfin c'était la proposition, mais du coup, j'ai pas pu le faire parce que quand je m'entraînais avec mon pote pour créer des patterns de combat, donc des chorégraphies, à la fin, tu avais des mecs qui faisaient du parcours, tu avais des modules de gym. Et sur ces modules de gym, en fait, ils s'amusaient à faire des sauts de chat. Et les mecs essayaient, donc au cours de beat un petit peu, où tu essayais de faire le plus de sauts de chat. Donc en l'occurrence, c'était 3-4. J'ai essayé, j'arrivais à en faire un, j'arrivais à en faire deux. Je me suis dit, je vais tenter le troisième. C'est à la fin du cours, tu vois, on allait rentrer chez soi et tout. Je cours, premier saut de chat, deuxième saut de chat. Avec la vitesse du sprint, ma main gauche se prend dans le module, je trébuche, je fais tomber le truc vers l'avant. Et tu sais, mauvais réflexe, je mets mes mains vers l'avant pour essayer de faire une roulade. Mais ma main, elle se prend dans les tapis en plastique. Et du coup, ma main gauche est en supination. Et tu as tout le poids avec mes genoux qui viennent s'abattre, s'écraser sur le coude. Crac! L'avant-bras qui part de l'autre côté, luxation quoi. Oh là là. Mais sur le coup, je pensais même pas que c'était une luxation. Je me suis dit, j'ai fracassé, cassé un muscle, je sais pas quelle partie, mais il y a eu un crack comme dans les films avec les bruitages de céleri là, tu vois. Et donc voilà, gros cri, le plus gros cri que je pouvais lâcher. Et puis en même pas une minute, tu sais, t'as la douleur qui monte à la tête, tu tombes dans les pommes quoi. T'es flashé, t'entends pas ce que les gens te disent, tu vois flou. Bref, du coup, arrêt, 5-6 mois. Avec la réduc pour récupérer l'usage, sachant que j'étais pas hyper lax, mais j'avais quand même une certaine souplesse. J'ai perdu un peu en mobilité. Donc pareil, quand tu es à la salle et que tu pousses des haltères, bah, tu le sens, ça fait chier. Et faute de quoi, même pas un an après, deuxième blessure. Donc à chaque fois qu'il y a ces blessures, ça te stoppe dans ton élan. Ça me stoppe dans plein de choses, dans plein de projets. Là, du coup, ça m'a littéralement détruit le projet pour Fortnite. C'est énorme. Ça m'a détruit le projet d'autres vidéos que j'avais en amont. Et voilà, enfin, ça te coupe dans le. À chaque fois, ça me détruit mon hygiène de vie. Et moi, quand mon rythme est cassé, bah, tu sais, après, je me suis quand même relancé parce qu'on n'est pas fataliste. Et puis, encore une fois, comme je te l'ai dit, tu as un appart à payer, tu as des impôts, tu as l'URSSAF au cul, faut se bouger. Bah, quoi. Tu connais Callum Von Moger? Ouais. Bah, tu vois, lui, donc, il s'est blessé à 2 reprises. Et justement, lui, il a communiqué sur ses blessures et sur sa rééducation. Il y a même eu un documentaire sur Netflix pour justement, bah, vu que c'était son business, son seul revenu, pour toujours que sa communauté soit engagée, engageante et créer du contenu. Pourquoi tu l'as pas fait? Parce que je me voyais pas faire du vlog. En fait, je me suis dit, si je fais du vlog, les gens ils vont se désabonner, ils vont pas kiffer ou je vais perdre une audience. Et alors je me disais ouais, fais une chaîne secondaire, mais c'est pareil, je me disais je vais faire une chaîne secondaire de ça va pas me je voulais pas me cantonner à ça parce que je savais que si j'allais faire ça, peut-être que j'allais faire que ça. Et je savais que ça allait pas me plaire. Et je voulais pas créer, comme je te l'ai dit, ce moulin à. J'aurais dû forcément pour les pépettes, etc. Et puis même qu'il y aura des gens que ça aurait pu soit plaire, soit directement, je sais pas moi, inspirer, machin, ou encore une fois créer de la connexion. Mais tu vois, j'étais pessimiste, je voyais que le négatif, je voyais pas le positif. Donc ta première blessure, ça t'a mis pendant 7 mois, t'as pas créé de contenu? La morsure, du coup, j'ai créé le contenu sur la morsure. Mais au bout de 7 mois. Voilà. Donc pendant toute ta période où tu étais sur le carreau, t'as rien fait, tu t'es branlé, t'as joué aux jeux vidéo. Et donc la deuxième blessure, pendant combien de temps ça t'a mis sur le carreau? Du coup, moins de 6 mois. C'était en vrai, au bout de 4-5 mois, tu vois, c'était juste le coude. J'allais quand même m'entraîner. Au bout de 3 mois, je travaillais les jambes en fait. Donc ça veut dire que première, on va dire, accident, ça t'a fait perdre pratiquement la moitié d'une année en contenu.
Ouais. Deuxième accident, ça te fait perdre un peu moins, mais on va dire un peu pareil. Comme je te dis, c'est une fausse excuse. Oui. C'est-à-dire que tu as une partie de ton cerveau, enfin pour ma part, encore une fois, hein, c'est pas le cas des gens, je pense, mais il y a une partie très lâche où ah bah je suis blessé, bah du coup je freeze le contenu. Tu vivais de quoi alors ça? Tu vivais des revenus que tu avais engrangés Voilà, grâce c'est ça. à ton contenu passé? Ouais, c'est ça. En gros, quand tu fais des rentrées, des placements de produits, etc., bah, tu as, on va dire, des thunes dans ton compte, tu as beaucoup d'argent. Et puis, j'utilisais ça pour payer mon loyer, pour payer ma bouffe. Et puis, je mets littéralement 1 an à sortir une vidéo sur l'Alsace, du coup. Donc, encore une fois, parler de sujets qui me parlent, qui correspondent à mon ADN et à ma ligne éditoriale. Et puis voilà. Et c'est à ce moment-là que je me remets de nouveau à fond dans le sport et qu'on arrive après, 1 ou 2 ans après, sur une autre blessure. Et cette fois-ci, c'est une chute en solo wheel, gyropode électrique, tu sais, les roues avec les palettes là. Ouais. Et en fait, je tombe à 40 km/h sans casque, comme un connard, parce que je voulais rattraper un pote qui passait en voiture. J'ai pris une bosse, je suis tombé, double fracture de la clavicule et 5 points de suture au crâne. Donc ça, c'est en 2018. Ouais. Donc ça t'a mis combien de temps sur le carreau cette fois-là? Alors la clavicule, du coup, c'était surtout 4 mois. Après, encore une fois, de la rééducation derrière. Et puis au niveau des séquelles, c'était assez chiant parce que cette fois-ci, c'était tous les mouvements de dips ou les mouvements de poussée, où dès qu'il y a un mouvement qui engage la clavicule, c'était pas possible. Tu vois, c'était vraiment pas possible, ça me tirait. Donc je suis allé voir un orthopédiste et il m'a expliqué que j'avais un cal osseux, que ça s'était mal consolidé et qu'il fallait limite que ça pète et qu'on mette cette fois-ci une plaque, etc. et qu'on reparte de nouveau sur de la convalescence. Et j'étais en mode, c'est pas possible quoi. Donc je l'ai pas fait. Et je garde encore aujourd'hui cette petite séquelle, mais t'apprends à faire avec et puis au final, tu passes outre, quoi. Donc j'imagine que pendant 4 mois, t'as rien produit. Bah, entre-temps, du coup, il y a quand même eu des petites productions de vidéos. Donc, j'ai pas parlé de ces accidents, du coup. D'accord. J'ai parlé de ma passion pour la boxe française, que j'en fais depuis que je suis petit, mon père entraîneur, tout ça, tout ça. Après, avec le temps, c'est là que je me dis, ah, il faut créer un nouveau format. Il faut se bouger les fesses, il faut créer quelque chose de nouveau. Et c'est là que je crée un truc qui floppe un peu. Donc, j'appelle ça un Sekai. J'essaye de m'immiscer dans de nouveaux, je sais pas moi, domaines. Donc, il y avait le domaine de la cascade, tu vois. Et je me suis dit, ouais, bon, ben, je fais, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Et j'ai fait ça, 3-4 épisodes. J'étais dans un concept de vouloir faire une vidéo par semaine. D'accord. Sauf que j'ai tenu 4 vidéos, tu vois. Et tu faisais quoi? C'était quoi les scores? Au niveau des vues, Ouais. bah, le plus c'était 300 000, je crois. Et puis le plus bas, ça devait être, je sais pas moi, 20 000 ou un truc comme ça. Ouais, donc là, en plus, on est très très loin de tes Ah scores oui, oui. d'il y a On il y a n'est pas, 5 ou 6 on n'est ans, pas quoi. sur les 10 millions. On n'est pas sur les 10 millions. Mais parce que c'est pas la. Je vais pas dire que c'est pas la cible, mais tu vois, les abonnés, ils sont pas là pour ça, quoi. J'ai pas créé de fidélisation de l'audience. Et c'est con d'en parler de manière marketing, mais c'est un peu le cas, tu vois. C'est demain, tu veux créer un lien avec quelqu'un, ben, c'est comme une relation amicale. Il y a un ami que tu vois tous les jours, que tu chéris, tu prends soin de cette Ça personne. s'entretient, ouais. Eh ben forcément, la personne, elle va être là aussi pour toi, elle voudra venir vers toi, etc. Elle pensera à toi. Alors que quelqu'un que tu mets sur le banc de touche et que tu fais une apparition, bah, il y a ces fameux amis où tu le vois, c'est toujours comme avant, tu vois. Donc je parlerais plutôt de l'abonné, il est là, tu postes ton contenu, il est là. Et puis après, il y a cet ami, bah, tu prends plus soin de lui, bah, il t'oublie. Il finit même par te supprimer de ta liste d'amis ou de ton téléphone. Tu lui envoies un message, ça finit par te dire t'es qui, ou tu le croises au supermarché, ça tourne la tête. Si on peut faire une analogie ou un parallélisme métaphorique, ça serait un peu la même situation. Donc maintenant, que on est en 2021, que tu as mûri, qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé, quand tu vois la réussite de personnes qui étaient là, tu étais là limite quelques mois avant eux, voire quelques années, certains comme Thibaut Inchep qui se vantent de gagner 100 000 € par mois, Mister V qui habite à Los Angeles, qui fait des albums qui marchent et qui a une vie au-delà de toutes ses espérances, de Squeezie, de Norman, de tous ces gens-là. Est-ce qu'il y a de l'amertume? Est-ce que tu te dis si c'était à refaire, je le ferais autrement ou je ferais tout pareil parce que j'ai préféré être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas? Là, ma maxime, elle s'emploie totalement. Ouais, c'est un peu ça dans l'idée. Et puis surtout, en fait, il y a un truc on n'a pas abordé, tu vois, on parle à chaque fois de création, de contenu, de YouTube. Mais à côté de ça, du coup, en parallèle des personnes que je finissais par rencontrer grâce à mes trainings, ou même sur Internet, parce que je passais beaucoup de temps, du coup, sur Twitch, machin, et je me connectais aux gens. Des gens pour qui, je vais pas dire, pour qui je faisais des streams aujourd'hui, bah, sont soit mes meilleurs amis, ou soit même mes colocs, tu vois. D'accord. Et pareil pour les gens que j'ai rencontrés à mes entraînements, il y avait cette notion de se connecter, de connexion, d'échanger. Et puis, tu as à chaque fois des profils divers et variés, des personnes qui viennent tellement de milieux. Et je trouve ça tellement enrichissant, en fait, humainement,
que je me dis que même si je suis pas aujourd'hui riche ou que j'ai pas exploité ce que j'aurais pu exploiter, tu vois, que j'ai pas créé des choses qui m'auraient permis ensuite de m'enrichir en fait en quelque sorte, je me dis que c'est pas grave parce que j'ai vraiment apprécié ces plus belles années entre guillemets, tu vois. Et pour moi c'est pas fini, il faut juste réussir encore une fois à concilier les deux et pas être fataliste dans l'optique de se dire je fais soit ça, soit ça. Je pense qu'on peut faire les deux et c'est ce que j'essaye de faire à ma manière et à mon rythme encore une fois, tu vois, parce qu'on n'est pas des machines et puis je veux mourir en me disant j'ai apprécié ma vie, j'ai passé de bons moments, j'ai partagé de bons moments et pour moi ces moments-là sont uniques en fait. Pour moi c'est ça la vie. C'est pas l'avidité, la course à faire du bif, laisser un patrimoine plein de thunes à ses gosses. C'est bien aussi de faire ça mais je pense qu'il faut savoir vivre aussi, savoir apprécier. Et pour moi ça passe par ça, par passer des moments que ce soit le sport, par le partage, tu vois. Et mes vidéos YouTube c'est un peu la même chose. Et après, voilà, on essaie de concilier les deux avec la société, avec les impôts, avec les responsabilités de la vie, en fait, tout simplement, pour pas galérer. Donc toi, ton but premier, c'était de te faire des amis, de sortir de ta timidité, d'être aimé par des gens que tu aimes en retour. Et c'est ce que tu as fini par faire grâce à YouTube. Donc on peut dire, franchement, t'es le mec le plus vrai que j'ai rencontré. Non, mais vraiment, t'es le mec Non, parce que la plupart, même moi le premier, on le fait tous au bout du compte. Voilà, on voit que certains, ils habitent à Dubaï, ils ont des Rolex en or, des t-shirts à 500 €. Je veux dire, quand on a gagné ce que tu as gagné avec YouTube, avec le nombre d'abonnés que tu as, en sachant que tu as été au début, tu as une image commercialisable pour les marques, quelles qu'elles soient, parce que quand un jeu veut te payer 25 000 € pour une collab, c'est quand même énorme, que tu aurais pu faire des collabs avec tous les plus gros YouTubeurs parce que tu fais partie de leur moule et que justement, tu n'as pas communiqué sur ce qui aurait créé un buzz, se faire mordre par un chien, se blesser à 3 reprises, au bout du compte à 3 reprises. Donc en fait, t'es un mec hyper vertueux, je sais pas si tu t'en rends compte, et en plus, tu donnes des cours gratuitement. Moi je suis coach, je te garantis, je bosse pas gratos. C'est normal. Mais non, mais tu donnes des cours gratuitement. Et même, la petite anecdote, tu as collaboré avec une ancienne de fitness qui fait partie des leaders en France et européens, et ils ne t'ont même pas payé. Qu'est-ce que tu as préféré prendre à la place ? Des abonnements. Et pour qui ? Mes amis. Non mais franchement, j'espère qu'au terme de cette vidéo, on sera amis parce que non mais les personnes comme toi, c'est hyper important d'avoir des gens comme toi dans ce game parce que tous les gens sur les réseaux sociaux, on le voit bien que les influenceurs qui gagnent des sommes folles, qui n'ont de cesse à nous jeter à la gueule ce qu'ils gagnent avec l'argent qu'on leur donne, pas forcément moi, mais les gens qui les suivent en tout cas. Et maintenant, tout le monde n'a plus envie de rien foutre, ils ont simplement envie de gagner de l'argent. Et aujourd'hui, les abonnés, avoir une communauté, avoir une notoriété, c'est ça qui fait la valeur d'une personne. Toi, justement, ce qui est extraordinaire, c'est que tu fais des choses pour des gens qui n'ont aucune valeur digitale, mais qui ont une valeur humaine. Moi, les valeurs qu'on nous a apprises quand on était jeunes, nos parents nous disaient « évite de te faire influencer, maintenant influenceur c'est un métier ». Donc mec, franchement, je te prends dans mes bras, bien mon ami. C'est un honneur pour moi que tu étais sur cette chaîne, même si on est à l'encontre de ma ligne directrice, le dopage. Tu te dopes pas, on est d'accord ? Non. Ça, c'est bien dommage, sinon on aurait pu en parler.